Au centre de la carte, il y a nos gestes à nous, adultes et parlants. Donc c'est une carte que j'ai réalisée. C'est à propos d'un geste quotidien. J'ai essayé donc de faire le geste de balayer. Et autour, il y a les gestes de Jean-Marie. Il y a les gestes efficaces comme nous les faisons, et avec des détours, des gestes qui sont, nous, on disait, il faisait des gestes pour rien. On appelait ça de l'orner dans les gestes du quotidien. Donc c'est une retranscription. En fait, oui, c'est une image. Essa outra maneira de preservar o traço dos gestos de Jean-Marie, nós procuramos fazer aparecer nesses gestos dois vetores de atração, duas atrações. Em direção ao centro, que nós fizemos com lápis preto de chumbo. Quando temos um de nós varrer esse mesmo lugar, o que no tempo nos toma 5 minutos. Esse a mais de gesto poderia ser entendido como uma espécie de efervescência de atividade, um pouco desordenada, descontrolada. Someone badly ordered, badly controlled. Algumas das coisas Some of the things here provoke provocam gestos. That around themselves, about themselves, em torno dessas coisas, a propósito dessas coisas, esses gestos se reiteram sempre quase idênticos, uma vez the wandering gesture multiply em pétalas, mais do que massinhos ou buquês de flores. Em volta do pequeno montinho de poeira do que foi varrido, que não se mexe ao longo da operação e que se situa lá de uma vez por todas, e todos os trajetos da vassoura voltam ali sem parar, e que seus gestos sejam mais de dançar do que de cumprir uma tarefa chata, pesada. Are more about dancing a duty than to accomplish the duty. If I watch Jean-Marie sweep, se eu olho Jean-Marie varrer, then one could say that the broom is like the handle of a music instrument, uma guitarra, por exemplo, of a guitar, for instance. Uma guitarra tão surda, muted, que ela seria muda, insonora, soundproofed. Tanto que
o barulho dos esfregões dos pelos da vassoura, do azulejo, do piso, não seja tão diferente daquela pequena vassourinha do baterista de uma orquestra quando ela esfrega aquela pele estendida. Nous, c'est Jean-Marie, un petit gamin autiste de 12-13 ans, avec qui je vis depuis quelques semaines, quelques mois, seul, dans une grande bâtisse Sévenol, et une grande bâtisse isolée. Le village est à 5 ou 6 kilomètres, et le premier voisin, c'est un berger qui vit aussi isolé. Il n'y a pas de téléphone, j'ai pas de moyen de transport, ni voiture, ni vélo, ni mobilette, ni rien du tout. Et le quotidien de ces jours qui viennent de passer, c'est les tâches quotidiennes qu'il y a à faire tous les jours, à faire un repas, faire la vaisselle, aller couper du bois. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on est en plein hiver, que c'est février. Donc il faut alimenter la cheminée de la pièce. Et puis de temps en temps, on fait une grande balade autour de cette bâtisse. Et notamment, cet après-midi, j'ai été me promener avec Jean-Marie. Il y a deux grands pitons qui sont derrière la maison, et il faut une demi-heure en gros pour aller de la maison jusqu'au sommet du piton. Et c'est assez sportif comme promenade. Bon, au début c'est un chemin de charrette, après c'est un sentier, et puis après il faut escalader et aller sur on appelle la jumelle, parce que c'est deux pitons en fait. Donc la journée s'est déroulée, l'après-midi on a donc été goûter, on avait amené le goûter, il faisait beau, on a été là-haut, puis on est redescendu. Donc la soirée se déroule comme d'habitude. Jusqu'à maintenant, Jean-Marie dort tranquillement, paisiblement toutes les nuits. Voilà que il est 11h minuit. Et Jean-Marie bouge dans son lit. Donc c'est pas habituel, j'allume la lumière. Il est assis sur son lit, plutôt assis à genoux, assis sur ses talons, et il est en train de se balancer. Et puis en plus il s'envoie des grands coups de tête dans les murs. Enfin au début c'est léger, puis après de plus en plus les coups de tête sont de plus en plus violents contre le mur. Il mord son pullover aussi. Donc je suis inquiet, moi je me lève. Je vais voir tout de suite ce qui se passe. C'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui se passe. Bien sûr, il ne répond pas.
Je me débrouille comme je peux pour lui faire signe, je lui prends la main, je l'invite un peu à sortir du lit. Alors là, dès qu'il sent qu'il peut sortir du lit, il fuse à toute allure vers la porte de sortie de la pièce. Je le rattrape, donc je lui fais enfiler une veste, des chaussures, un bonnet, et je le laisse aller pour voir où il a envie d'aller. Il court dans la maison qui est très grande, il descend et va donc vers l'extérieur. Le chemin de charrette, au bout d'un moment, se sépare en plusieurs sentiers et il emprunte un sentier. Et je m'aperçois très vite qu'il va sûrement vers la jumelle parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus qu'un sentier, c'est celui qui va vers le piton. Très vite, je suis derrière lui, j'ai pris quand même une lampe électrique, à tout hasard, et il s'approche du piton, l'escalade, il y a des marches taillées un peu dans la roche, et puis c'est un peu l'escalade, et en quelques bonds, il est à l'endroit où on a passé l'après-midi, là où on avait goûté l'après-midi. Et heureusement, je le suis de très près, parce que là c'est très rapide, très furtif, et ça aurait pu complètement m'échapper si j'avais pas été aussi près et si j'avais pas ma lampe électrique. Il se baisse et il ramasse les pelures d'orange qu'on avait mangées l'après-midi. Et il y a deux sortes d'oranges. Il y a des oranges avec des écorces qu'il est facile d'écorcer, d'enlever à la main, et puis d'autres, des oranges sanguines, où il est difficile d'enlever la peau. Donc on avait coupé les oranges en deux, et pour manger la pulpe, j'avais retourné l'écorce. Et grand malheur, grande catastrophe aux yeux de Jean-Marie, ces deux écorces que j'avais mis à l'envers, je n'avais pas remis les deux écorces à l'endroit. Et ce que fait très vite, très rapidement Jean-Marie, il reprend ces deux écorces, il les remet à l'endroit, et là, il les laisse par terre, ça ne m'intéresse plus, et il redescend à toute allure, en tapant des mains, mais en tapant des mains d'une manière avec des cris et de joie, il rigole. Et on redescend tous les deux vers la grande maison. Jean-Marie, à peine arrivé, ben voilà, il se recouche et dort tranquillement.
Pois é, Of course, tem a there is a voz, voice, la voix. voix em francês, para não ficar And to trust só no only its som. sound, Tem também there a is a via, way, voix la em voix. francês. Isso dito, se ao invés de nos contentar If daquilo que nos instead parece, of being nós satisfied estudamos with what os seems to us, traços we would study the desses traces of desvios those detours que esquivam, né, que that avoid the evitam way. a via, voix, nós percebemos que eles coincidem We muito would mais then realize that they frequentemente do que coincide seria more necessário than they should com caminhos desaparecidos with missing or vanished paths e, portanto, trajetos antigos dos quais a gente não teria conhecimento. and thus of journeys of days gone by that we didn't have knowledge of. Il n'y a plus personne qui habite dans ce hameau à part nous. Nous, c'est plusieurs endroits dans ce hameau, des endroits où on loge, des endroits où il y a un atelier où on travaille, et puis surtout une ruelle derrière le hameau où il y a un four à pain. Et dans ce four à pain, on fait du pain. Donc ce jour-là, Deligny reçoit des gens et est en train de parler avec un visiteur. Et puis, pendant cet entretien, pendant cette rencontre entre Deligny et les gens, d'une autre maison, Gisèle envoie Jean-Marie avec une cagette de bois pour alimenter le poêle qui chauffe le bureau de Deligny. Et Jean-Marie passe devant le bureau pour aller poser cette caisse de bois. Donc, au moment où Jean-Marie passe, Deligny est en train de parler avec son visiteur, et pour ponctuer ce qu'il est en train de dire, il tape comme ça sur la table, à un endroit entre lui et l'interlocuteur. Il tape sur la... Et Jean-Marie s'en va. Jean-Marie passe, hein. Il vient, il a posé sa caisse de bois et repart. Un quart d'heure après, Jean-Marie revient avec quelque chose entre ses mains, mais quelque chose presque d'innommable, difficile à voir ce que c'est, une espèce de mélange de morceaux d'argile à moitié cuite, mélangés à de la cendre de bois, et il pose ça sur la table à l'endroit où Deligny avait tapé avec son doigt. Presque le premier réflexe de Deligny, c'est d'aller voir Gisèle et puis de lui dire tu pourrais éviter quand même que Jean-Marie m'amène ce tas d'ordures sur mon bureau, c'est quand même... Et il regarde. Et en regardant, il reprend les morceaux
c'était un ancien cendrier en terre. Et en fait, ce cendrier, ces restes d'argile, était un cendrier qui avait été à cet endroit-là, sur la table, peut-être des mois auparavant. Et donc du coup, Deligny cherche à retrouver le trajet pour que Jean-Marie puisse ramener ce cendrier à cet endroit-là où il était avant, même dans l'état où il est. Jean-Marie, lui, ça ne le dérange pas. Hein. En fait, ce cendrier avait été cassé. Deligny l'avait mis dans sa corbeille à papier. Donc, tout ça a brûlé, chauffé. Les morceaux d'argile qui n'étaient pas cuites, du coup, elles ont été cuites, mais elles restaient cassées, se sont retrouvées dans la cendre. Donc, en revenant à ce petit événement, au moment où Deligny tape sur la table, et certainement à cet endroit-là, il y avait dans le temps ce cendrier, et vend à Jean-Marie, tout aussitôt, ce cendrier qui n'y était plus, et il avait donc été cherché, gratté dans la cendre, ramassé ces morceaux d'argile, et remis ces bouts de cendrier sur la table. Donc là, on a vraiment encore, on s'aperçoit comment est perçu, comment reste en mémoire un tas de choses qui pour nous autres parlants, on aurait vite fait, on aurait complètement éliminé tout ça. La trace de ce cendrier est dans la tête d'un gamin mutique. Cette trace reste permanente, elle est là.
tête.